Aujourd'hui, je vous parle de 3 fibres avec lesquelles on fabriquait le tissu à peu près à toutes les époques, soit la laine, le coton et le lin. L'information sur la soie ainsi que les motifs selon les diverses époques seront dans une autre vidéo. Couleur naturelle des fibres, le lin qui est dans le ton de beige, greige et cru, les laines, ton de brun, ton de gris, ton de blanc. Voici des écheveaux de laine qui ont été teints avec des recettes de teinture qui étaient utilisées dès le Moyen Âge et même dans l'Antiquité. On parle de Garance, de Gold, d'Indigo. Alors ça vous donne une idée comment les couleurs, ça fait longtemps qu'on maîtrise ça. En fait, ce qui peut faire que les bruns, les beiges peuvent être plus portés à une époque ou à l'autre, c'est vraiment pas une question de connaissance en teinturerie, mais vraiment plutôt une question de mode. Aujourd'hui, dans les années 2020, on a tendance à porter beaucoup de couleurs foncées, que ce soit du noir, du marine, du gris. On mélange pas beaucoup non plus les couleurs. Alors que dans les autres époques, on aimait ça vraiment être très bigarré, très coloré et même pour les hommes. Alors quand on se fait un costume historique, faut vraiment sortir de notre zone de confort et oser aller chercher d'autres couleurs. Bien sûr qu'au fil des siècles, il y a eu des découvertes au niveau des teintures. Par exemple, dans la deuxième moitié du 19e siècle, on a eu beaucoup d'agents chimiques qui vont arriver. En fait, on n'inventera pas de nouvelles couleurs. Le cercle chromatique existe déjà. Ce qui va plutôt arriver, c'est que, par exemple, les verts et les violets, grâce entre autres à l'aniline, vont se mettre à avoir une teinte vraiment plus vibrante, vraiment plus électrique, si on peut dire. Mais ces couleurs-là existaient quand même avant. La structure vestimentaire est à peu près la même à toutes les époques. On a un ou des sous-vêtements qui sont en lin ou en coton, selon l'époque, qui vont être de plus en plus blancs et fins plus on est en moyen financier. Et par-dessus, il va y avoir un ou plusieurs vêtements doublés qui sont très souvent en laine, parfois en lin, et leur doublure, la même chose, en lin ou en laine. L'idée d'avoir des sous-vêtements en coton ou en lin blanc, non teint, ou non blanchi, c'est parce que c'était ces vêtements-là qui captaient les saletés de la peau. Dans l'entretien de ces vêtements-là, à la plupart des époques, il y avait 2 types d'entretien. Le premier, qui était plus fréquent, c'était un peu celui-là qu'on connaît aujourd'hui, qui était de passer à l'eau et au savon et de faire sécher tout simplement ces sous-vêtements-là. L'autre façon qui se faisait 1 à 2 fois par année, qui étaient les grandes lessives, c'était là où on faisait bouillir ces vêtements-là. Alors pour les gens autrefois, si les vêtements de corps n'avaient pas été bouillis, pour eux, ils n'étaient pas vraiment propres. Il fallait absolument que ces pièces de vêtements-là puissent passer par ce cycle de lavage-là au moins 1 fois par année. Alors on comprend automatiquement pourquoi les vêtements de dessus qui sont en laine, en tissu coloré, ne peuvent pas subir ce nettoyage-là. Ainsi, en reconstitution, souvent on a tendance à vouloir se faire beaucoup d'habits, beaucoup de robes, beaucoup de mantelets et peu de chemises. Alors que si on veut vraiment représenter les gens de l'époque, il faut se faire plusieurs chemises pour se changer de chemise et avoir moins de vêtements de dessus. Le lin greige, donc, c'est un lin qui a subi aucun blanchiment et aucune teinture. C'est donc la couleur naturelle de la fibre. Il peut être tissé vraiment, filet tissé très mince ou beaucoup plus grossier selon les usages. Ça peut servir à faire des tabliers, du linge de maison et jusqu'au 18e siècle, là, chez les gens du commun, ça peut aussi servir à faire des chemises.
On peut aussi s'en servir comme doublure pour plusieurs vêtements. Donc souvent, aujourd'hui, quand on pense doublure, on pense polyester, on pense viscose, rayon, alors qu'à l'époque, le lin grège comme ça était très populaire pour doubler les vêtements, autant chez les gens de qualité que chez les gens du commun. Pour les époques où il y a des corps baleiniers et des corsets, le lin grège assez grossier va être vraiment un tissu très intéressant pour la doublure, mais aussi pour l'entre-deux où on va insérer les baleines. Si vous avez une paillasse à vous faire, ça aussi, un gros lin grège très épais, là, c'est vraiment le meilleur choix. Le lin pouvait bien sûr se teindre. Alors, on a ici 3 exemples de couleurs. Le lin peut, un coup coloré, servir en certains cas de doublure. Faut aussi faire attention. Souvent en reconstitution, on a envie de se faire un pourpoint, un mantelet, un juste au corps, une veste en lin en se disant ça va être moins chaud. En fait, à l'époque, ce principe-là n'existe pas. Le lin, de toute façon, n'est pas moins chaud que la laine et souvent, la plupart des lins vont avoir un tombé qui est peut-être pas assez soutenu pour certains types de vêtements. Donc, quand on veut utiliser du lin pour faire des vêtements de dessus, il faut vraiment bien se documenter pour aller chercher vraiment une texture de lin qui va correspondre au tombé du vêtement qu'on veut réaliser. Le lin blanc, dans diverses épaisseurs, ça peut être vraiment assez épais à presque transparent, idéal et c'est même le meilleur choix pour les chemises à peu près à toutes les époques. Ensuite, la grosseur du tissage va indiquer aussi une certaine classe sociale, de même que le niveau de blanchiment. Plus c'est blanc, plus ça coûte cher. Ça peut aussi servir pour faire des tabliers, des bonnets. Vraiment là, on pense blanc, on pense chic, propre. C'est vraiment le meilleur choix. Le coton, qui lui est une fibre blanche naturellement. Donc encore ici, on a diverses épaisseurs, des toiles un petit peu plus épaisses pour faire des chemises, un petit peu plus minces pour faire des bonnets, des mouchoirs, des petits voiles aussi. Le coton essentiellement va être très rare avant le 17e siècle. Il y en a, mais ça reste un tissu dispendieux. À partir du 17e siècle, ça va commencer à être un petit peu plus populaire. Et ensuite, c'est vraiment au 18e siècle qui va être comme égal à égal au niveau prix par rapport au lin. Puis au 19e siècle, ça va s'inverser jusqu'à nos jours. Le coton va devenir un tissu beaucoup plus fréquent, beaucoup moins dispendieux que le lin. La laine, le tissu vraiment le plus fréquent, le plus populaire à peu près à toutes les époques. Je vais vous en montrer 3 épaisseurs différentes. La première, c'est ce qu'on appelle du drap. Donc, c'est un tissu toile qui est feutré, dont on ne voit presque plus, voire plus du tout la chaîne et la trame. Et c'est vraiment des tissus plus épais comme ça. Ça va être utilisé pour faire des capes. Ça va être utilisé pour faire des justes au corps, des pourpoints, des habits pour hommes au 19e siècle. Bien sûr, dépendamment des épaisseurs, on s'entend qu'un drap très épais comme ça ne permet pas nécessairement de faire le même type de vêtements que quand il est beaucoup plus fin comme ça. Et on peut avoir des draps qui sont vraiment très fins. Et souvent, à l'époque, étant donné que le drap était feutré, on le voit entre autres au 19e siècle très bien dans les fameuses encolures des habits pour hommes, c'est coupé ce qu'on appelle franc-bord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couture, le tissu n'est pas retourné, c'est simplement découpé et ça ne s'effiloche pas.
Des fois, c'est très difficile à faire avec les tissus disponibles sur le marché aujourd'hui parce qu'ils sont justement pas assez secs, pas assez foulés. Donc, des fois, il faut faire des compromis et aller faire une finition sur le pourtour de certains vêtements. L'autre type de lainage que je vous présente, c'est les serges. Alors, contrairement au drap, la serge, il y a vraiment une diagonale qu'on va voir dans le tissu. Donc, c'est un tissu qui va avoir tendance à s'effilocher un peu plus. Encore là, tout comme pour les draps, on a des épaisseurs différentes. Et tout comme pour le drap, on peut l'utiliser pour faire vêtements féminins, masculins, des mantelets, des pourpoints, des jupons, des robes. C'est des habits, on peut faire vraiment là, plein de choses. Tissu très, très versatile. Et on travaille toujours avec les épaisseurs aussi. Donc, par exemple, un vêtement en drap de laine plus épais pourrait être doublé avec une serge plus mince. C'est le cas, par exemple, dans les uniformes militaires du 18e siècle. On retrouve des serges qui vont doubler des justes au corps de drap. Et non, ce n'est pas nécessairement plus chaud. C'est vraiment quelque chose là qu'on doit oublier. Et souvent aussi, quand on met des doublures de lin dans certains vêtements de laine, les deux fibres ne travaillent pas de la même manière. Et là, on va se retrouver avec une doublure qui poche, s'attire. Donc, des fois, pour certaines raisons de bonne tenue de vêtements, il faut vraiment aller respecter ce qui se faisait à l'époque. Des fois, c'est pas juste une question d'authenticité, mais c'est aussi une question de confort pour vous et de qualité esthétique du vêtement final. La dernière sorte de laine que je vous présente, c'est une toile de laine. Donc, c'est vraiment très, très fin, très délicat. Donc, pour faire certaines robes, là, entre autres au 19e siècle, là, avec tous les petits plis, là, ça fait un rendu absolument magnifique. Surtout pour les femmes du commun, c'est un excellent tissu, des pantalons pour hommes aussi. Bref, selon les époques, là, on peut vraiment tirer parti de ce tissu-là, des doublures aussi. Et tant qu'à moi, si vous voulez un vêtement plus léger en laine, au lieu de prendre du lin, prenez de la laine. C'est vraiment le meilleur choix. Ça a vraiment une texture qui est peut-être plus historique pour certains types de vêtements. Donc, avant de choisir du lin pour faire certains vêtements, vraiment vous documenter. Est-ce qu'à l'époque, c'était vraiment fait en lin ce vêtement-là? Et si oui, c'était quel type de lin? Parce que le lin et la laine, au niveau de la chaleur, ça fait beaucoup de fois que je le répète, ça change rien. Mais au niveau de l'authenticité, du confort et du rendu, pour pas avoir l'air, comme je dis souvent, là, en costume, ça vaut la peine de prendre le temps là, de chercher des bons tissus. J'espère que toute cette information-là sur le coton, le lin et la laine vous seront utiles pour la réalisation de votre prochain costume ou pièce de costume, que ce soit une chemise, un juste au corps, un habit, un mantelet ou un pourpoint.